Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la France. Il y a d'autres sujets qu'on aurait pu évoquer, peut-être la mort du président iranien par exemple. Il se passe quelques trucs dans le monde cette semaine, mais aujourd'hui, je voulais juste parler de la France et essentiellement de la situation en Nouvelle-Calédonie. Mais en fait, la replacer dans un contexte plus général, parce que nous, sur cette chaîne, on a déjà longuement commenté, documenté, analysé le fait que notre pays était en train de sombrer, l'économie va pas très bien, le peuple va pas très bien. D'ailleurs, peut-on parler d'un seul peuple en France ou de plusieurs peuples, c'est déjà une question. La diplomatie, c'est pas terrible. Pas de succès en succès. La souveraineté de la France, c'est pas terrible. La souveraineté du peuple, c'est pas terrible non plus. Ces différentes souverainetés sont quand même bafouées par ses propres institutions. Maintenant, c'est le territoire même qui est menacé d'être démembré étape par étape. Je me pose une question assez générale. Ce pays peut-il être sauvé ? Je pense que oui, mais pour le moment, c'est un peu difficile de l'entrevoir. De l'entrevoir, oui. Alors, c'est une bonne question, ça. Il faut se souvenir que, à la fin de la guerre de 100 ans, que les Anglais avaient plus ou moins gagné, la France, c'était Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme. Il n'y avait que plus que 4, il y avait un petit coin de la Touraine par là-bas, entre Orléans et la Touraine, qui est resté français, quoi. C'était là où il y avait ce pauvre roi de France qui essayait de se maintenir. Et puis, il y a eu un de ces mystères historiques. Et voilà, la France est revenue avec Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc, on lui avait posé la question. Et alors, donc, l'évêque Cochon, lui avait posé la question pour lui dire Dieu préfère les Français, qui était une question piège. Et elle avait répondu Dieu préfère les Français en France et les Anglais en Angleterre. Et je trouve que c'est une des plus belles expressions de la souveraineté qui ait jamais été dite. Ça me paraît. En effet, déjà une bonne chose, c'est-à-dire que les gens choisissent les jeux, et comme ça, il n'y a pas d'histoire. Et encore une fois, pour moi, est français celui qui se sent français et qui aime ce pays. C'est pas une question de religion, etc. Donc, j'ai pas d'a priori raciste quand il s'agit de ça. Donc, en 1940, on peut pas dire qu'on était dans une forme olympique. On avait pris une branlée phénoménale, encore une fois, qui était plutôt d'origine politique que militaire. Et puis on a réussi à surnager et à apparaître à la fin de la guerre parmi les victorieux. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est la France est-elle un être mythique que Dieu aimerait particulièrement ? Louis XIII avait consacré la France à la Vierge Marie, si vous voulez. Ou bien est-ce un pays qui peut disparaître comme d'autres ont disparu ? Moi, si vous voulez, j'espère que la France est un être mythique, mais je crains que ce ne soit qu'il ne disparaisse aussi, parce qu'il y en a des tas qui ont disparu, si vous voulez. La chrétienté au Liban, vous savez, quand vous lisez à la messe lettre de Saint Paul écrite aux Éphésiens, etc., vous cherchez où sont les Éphésiens aujourd'hui, comme ils étaient là-bas à l'époque, mais aujourd'hui, si vous allez à Éphèse, il n'y a plus grand monde. Donc, c'est une question essentielle, et je crois que survivre au travers des siècles, les gens qui ont une vocation, une volonté de survivre, et dans le fond, les seuls auxquels je peux penser qui survivent sans territoire, qui ont survécu pendant des siècles sans territoire, etc., c'est le peuple juif, parce qu'il était ancré dans une foi et dans une réalité qui était que il était différent, puisqu'il avait été choisi. Donc, je crois que la réponse à votre question, elle dépend du français de base, c'est-à-dire est-ce qu'il se sent un être d'élite, un aristocrate parmi les nations, parce qu'il est français, ou est-ce qu'il se pense comme le tout venant ? Et dans ce cas-là, on est foutu. Ouais, oui, c'est donc, encore une fois, c'est à chacun de nous de déterminer si les Français, si la France existe, ou si ça a été quelque chose de passage. Ouais. Et alors, par rapport à ça, est-ce que vous trouvez, par exemple, que les jeunes générations, ceux globalement de mon âge, voire même encore plus jeunes, vont plutôt dans la bonne direction ou pas ? Parce que selon toute vraisemblance, il semblerait que le vote là pour les européennes, le vote Bardella atteigne environ 40% chez les 18-24 ans.
Alors bien sûr, il y a aussi beaucoup d'extrême gauche. Hein, il y a un gros vote Europe Écologie Les Verts, LFI, etc. Dans cette tranche de la population. En fait, c'est surtout le centrisme, hein, qui est très 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 bas. C'est une génération assez clivée politiquement. Et alors bon, ici on a déjà critiqué le RN sur plus ou moins, sur plusieurs aspects. Mais est-ce que c'est bon signe quand même l'attrait de cette génération pour l'idée de dire, voilà, moi je fais partie d'un peuple qui ne veut pas mourir, en quelque sorte. Est-ce que c'est pas bon signe? C'est possible, mais là où je vais vous répondre encore en bottant en touche, un peuple qui ne veut pas mourir, ça veut dire que les jeunes mâles de ce pays sont prêts à mourir pour défendre cette nation. Donc, la question, c'est pas est-ce que la France va mourir, c'est est-ce que les gars de votre âge sont prêts à aller. Vous savez, ça fait des années que je mentionne ce livre de Paoli, là, qui était le rédacteur en chef adjoint du Figaro, qui s'appelait, je l'avais lu il y a 10 ou 15 ans, qui s'appelait La mort du guerrier, dans lequel il en disait que toute la pression sociétale depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'était d'arriver à la mort du soldat. C'est-à-dire, le soldat, c'est celui qui défend la cité. C'est le roi de Sparte, si vous voulez, contre les Perses, et qui meurt. Mais qui sauve sa cité. Donc, aussi curieux que ça paraisse, mon père ayant été officier, il remplit ce rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai longtemps considéré que le rôle d'un homme, je ne sais pas si vous avez lu Le Loup de Vigny. Non, je n'ai pas lu. Oh bah écoutez, c'est une poésie admirable, où c'est l'histoire d'un loup. Il y a les chasseurs qui sont là, et il se bat comme un fou, et il se fait tuer sur place pour permettre à la femelle et aux petits de s'échapper. Donc il meurt dans son rôle de protecteur du futur, quoi. Et pour moi, c'est ça le rôle de l'homme. Ça paraît idiot, hein. Je sais pas. Donc, on ne nous enseigne plus ça. Mais est-ce que les enfants retrouvent ça? Vous pouvez lire Moïse, vous pouvez lire Le Loup de Vigny, vous verrez, ce sont des poésies admirables, et qui faisaient appel à cet instinct, dans le fond, du type qui se faisait tuer sur place pour protéger sa femme et sa progéniture, quoi. C'était ça d'être un soldat. On n'était pas des militaires, on était des soldats. Et c'est ce qu'a fait toute une génération pendant la guerre de 14. Ils ont, dans les tranchées, etc., ils sont protégés contre la barbarie alémanique. Et donc pour moi, c'est que ça fait 40 ans, 50 ans que plus personne ne fait appel à ce sens qui est naturel chez les hommes. Alors justement, ce que je trouve intéressant dans cette génération, c'est que, alors je sais pas si... Mais peut-être ça renaît. Alors je sais pas s'ils sont prêts à mourir en tant que tels, mais je trouve qu'il y a la quête cependant d'une virilité ou d'une masculinité perdue. C'est-à-dire que c'est une génération, je vois, parce que moi, ma petite sœur, par exemple, a quelques années de moins que moi, et je vois tous ses copains aussi, ils sont un peu pareils. Moi, mes copains, c'est un peu la même chose. On fait presque tous de la musculation, un peu de sport de combat, des trucs comme ça. C'est-à-dire que voilà, on veut se réapproprier au moins des symboles de virilité, de masculinité, et derrière, voilà, pour se préparer en fait en quelque sorte à l'éventualité de... Bien sûr, autrefois l'uniforme, ça faisait partie de cette... Et je veux dire, on a essayé de nous faire croire que, encore une fois, tout ça c'est peut-être des calembredaines, mais que les hommes et les femmes c'était pareil et tout. Eh ben, c'est pas vrai, si vous voulez. Les hommes, c'est fait pour éviter que les femmes ne soient tuées avec la progéniture. Et parce que, encore une fois, je vais dire une bêtise, c'est que le monde n'est pas bon. Donc, si vous voulez, le monde n'est pas bon. Donc, on a été doté d'une force physique supérieure et peut-être d'un goût du sacrifice, je sais pas, mais moi j'ai toujours pensé que le père c'était la protection et c'était l'exercice de la loi, c'est-à-dire qu'il vous disait ce qu'il fallait pas faire quand on était à l'extérieur. Il y avait des choses qui étaient pas faisables, sinon on prenait des claques et on s'en remettait pas. Et je vais donner un souvenir personnel ici.
Mon père est mort, donc c'était en 77. J'avais donc 43 ans. Et je me suis senti abandonné quand mon père est mort, parce qu'il n'y avait plus personne pour me protéger. Pourtant, j'étais un grand garçon, je réussissais bien dans mes affaires, mais quand je retournais dans la maison de mon père, je retournais dans l'endroit où c'était plus moi qui étais chargé de la protection. C'était lui. Donc c'était un gros soulagement, quoi. Ouais. C'était un moment où je pouvais laisser baisser ma garde. Et cette espèce de réaction de défense d'un homme, encore une fois, tout ça, c'est des souvenirs personnels, mais j'étais il y a quelques années sur un pont à Genève, avec une jolie femme à ma droite et puis un de mes amis à ma gauche. Et il y a un type qui était à l'évidence pas tout seul dans sa tête, qui était un peu cinglé, qui a fait mine d'agresser la fille. Bon, ben, la fille, elle a fait un pas en arrière, et tous les deux, on a fait un pas en avant. C'était ça d'être homme autrefois, c'était de faire pas en avant pendant que la fille faisait un pas en arrière. Je dis peut-être que des bêtises, là, je sais pas. Non, pas du tout. Je pense Moi, je crois que c'est... Et ça fait partie... C'est comme ça qu'on reconnaissait un homme de courage autrefois, quoi. C'était... Donc... Et puis, il y avait ceux qui partaient. Encore une fois, quand le Titanic a coulé, tous les types ont laissé leur place aux... Les femmes et les enfants d'abord. Les femmes et les enfants d'abord. Pour qu'on puisse réfléchir dans le calme. Oui, non, faut qu'on puisse réfléchir dans le calme, c'est une bonne idée. Mais oui, donc les femmes et les enfants d'abord. Et quand vous allez à Washington, il y a le monument le moins visité du monde qui a été dressé par les femmes américaines pour remercier les hommes du Titanic qui étaient morts dans des proportions infiniment supérieures aux femmes. Il n'y a pratiquement pas de femmes qui sont mortes et il n'y a eu que des mecs qui sont morts. Donc on a fait un monument et plus personne ne va le visiter. Mais il faudrait peut-être qu'on recommence à les mettre des fleurs sur ce monument parce que c'était ça d'être un homme, c'est-à-dire de mourir sans faire d'histoire. Ouais. Et ça, on pourrait croire que ça n'a aucun lien avec la situation politique du pays. Mais c'est en vrai, toute la situation politique du pays. On a essayé d'empêcher les hommes d'être des hommes depuis 20 ou 30 ans et on voit l'ordre s'écrouler. Ouais. Parce qu'il y a d'autres races ou d'autres religions qui ont peut-être pas envie d'être français, qui eux maintiennent cette agressivité des hommes, y compris contre les femmes. Oui. Et donc la situation devient impossible pour les femmes. Et ça peut paraître paradoxal, mais je pense que justement cette réappropriation de cette masculinité, le fait de se sentir obligé de faire des sports de combat, etc., c'est, je pense, aussi une réponse à une barbarie venue de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en quelque sorte... C'est pas une barbarie, c'est-à-dire à l'habitude qu'avaient ces populations de traiter leurs femmes plus ou moins bien et les femmes des autres encore moins bien. Et parce que ça a été une constante de leur histoire, donc c'est pas une barbarie, c'est comme ça qu'ils sont développés. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on les empêchait de faire ça. Chacun. Mais j'ai une petite fille là, qui va souvent en Italie. Elle me dit qu'elle est blonde, elle est jolie. Quand elle est en Italie et qu'il y a quelqu'un qui l'embête, enfin un type qui est évidemment pas italien qui l'embête dans la rue, il y a immédiatement 4 Italiens qui se précipitent pour lui demander s'ils peuvent aller lui mettre des coups, quoi. Ouais. Pas à ma fille, hein. Bien sûr. Au gars qui l'embête. C'est un truc qui a disparu en France, c'est un truc qu'avaient les hommes de se porter au secours des femmes. Et c'est plus rare. Alors, tout ça, ça paraît tellement lointain, mais en même temps, mais non, c'était ça que d'être... Autrefois, il y avait une façon d'être un homme qui était d'être le premier à mourir. Et c'est peut-être encore plus nécessaire aujourd'hui. Ça va le redevenir, et on va vite faire le trait entre l'ivraie et le bon grain. Hein. Ouais. Oui, je pense qu'on est effectivement un cycle. Vous savez, il y a ce fameux dicton, les temps durs créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps bons, les temps bons créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps durs. Et effectivement, je pense qu'on est arrivé bien au bout d'une période de temps bon qui a créé des hommes faibles. Là, ça fait un petit moment qu'on commence à être dans des temps durs, et donc derrière, comme réaction, il y a peut-être, je propose l'idée qu'il y a la naissance de ce que j'aimerais voir aujourd'hui, et j'ai pas les statistiques, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir les statistiques importantes en France, c'est le taux de natalité des femmes d'origine française. Ouais, c'est sûr, il n'y a aucun moyen de le savoir. Il n'y a aucun moyen de le savoir, parce qu'on sait qu'on est un peu au-dessus des autres, mais on se dit, dans le fond, c'est les populations immigrées qui nous amènent plein d'enfants. Mais ce que je voudrais savoir, c'est parce qu'en 41-42, quand la France était vraiment au fond du trou,
il y a eu d'un seul coup, ce que personne n'a jamais expliqué, une immense remontée du taux de fertilité des femmes, qui sont mis à avoir des enfants d'un seul coup. Donc les femmes, sentant en quelque sorte la fin de la France, se sont mises à faire des enfants pour... c'est-à-dire que les hommes sont redevenus virils pendant ce temps-là, et les femmes se sont mises à avoir des enfants. Et donc, si par hasard on commençait à avoir une remontée de la fécondité des jeunes femmes d'origine française, ce serait un signe historique que ça y est, on a touché le fond. J'espère. Ouais. Parce que je vois, aussi curieux que ça paraisse, quand je me promène dans les rues maintenant, vous me direz, je me promène dans des quartiers qui sont un peu privilégiés, mais enfin, je vois quand même beaucoup de berceaux menés par des gens qui me ressemblent, quoi. Oui. Il faut espérer que cette natalité-là se relance. Après, d'un autre côté, la natalité, parce que certains, parfois à droite, se trompent là-dessus, la natalité descend chez tout le monde, c'est-à-dire, bon... Absolument, même femmes, en Turquie, partout. Voilà, en Turquie, voilà, j'ai vu ça hier. En Turquie, la natalité par femme, c'était 2,1 enfants par femme en 2016, donc... le remplacement. Voilà, seuil de remplacement, rythme de croisière, ça va, quoi. Et aujourd'hui, c'est à 1,5, donc la descente est absolument vertigineuse, quoi. Et la même chose se passe au Maroc, en Algérie, partout. Ouais. Il n'y a plus que l'Afrique noire, un petit peu. Et les femmes immigrées, lorsqu'elles arrivent en France, alors elles font plus d'enfants que les autres, mais elles aussi, au fur et à mesure des générations, ça baisse, quoi. Voilà. Alors le temps de réadaptation au niveau national, ça prend du temps, ça prend 2 ou 3 générations, mais voilà, chez elles aussi ça baisse et il faut pas croire que les femmes maliennes font encore. Oui, absolument. Mais la France a été un des seuls pays qui avait connu une démographie épouvantable pendant les années 20 et 30, 40, et puis qui a connu une remontée. C'est un petit peu tout le monde a connu une hausse après mais la plupart des pays n'avaient pas eu une baisse avant. Nous, on a traversé un hiver démographique, et hop, il y a une forte remontée qui est à peu près sans exemple dans l'histoire. C'est comme il y a quelqu'un qui me demandait, Charles, dans votre histoire, est-ce que dans l'histoire que vous connaissez, est-ce que vous avez jamais eu un pays qui s'était désindustrialisé, qui s'est réindustrialisé? Et la réponse est la Chine. C'est à peu près le seul. Donc, il y a des populations qui sont des populations très anciennes, comme les Chinois, qui sont capables de réfléchir et de revenir, et ne sont pas automatiquement voués à la disparition. Voilà, c'est ce que j'espère pour notre pays. Oui, bien sûr, moi aussi. Et alors pour revenir un petit peu à mes moutons, il y a du coup des moments, des semaines où rien ne se passe, et puis des semaines où on a l'impression de commenter une guerre civile ou un épisode du narcotrafic en Colombie. Il y a quelques jours, donc, le jeune Matisse, 15 ans, était poignardé à mort par un jeune afghan. La semaine dernière, un convoi pénitentiaire a été attaqué pour libérer un détenu, Mohamed Amra, détenu même pas important au demeurant. À l'arme lourde. Ouais, l'arme lourde. Ce qui est très étonnant, c'est l'arme lourde. C'est-à-dire que pour la première fois, on voyait des armes de guerre employées contre l'État français. Ouais, totalement. Et donc, ça a causé la mort quand même de 2 agents pénitentiaires, faut le rappeler. Encore la semaine dernière aussi, un homme a été abattu dans le 18e arrondissement de Paris. Encore autre chose passée inaperçue, un rapport du Sénat sur le trafic de drogue en France qui a noté la mise en place d'une corruption des services de police et de personnalités politiques pour abandonner des charges par exemple sur certains trafiquants de drogue, ce qui j'imagine arrange un certain nombre de nos juges quand même. On se souvient à cet égard que Jean-Christophe Lagarde, qui était le maire UDI de Bobigny, faisait l'objet d'un livre enquête qui s'appelait Le maire et les barbares, qui accusait la mairie de courber régulièrement l'échine devant les demandes de certains caïds et responsables religieux pour des raisons électoralistes ou financières. C'est ce qu'on a vu au Mexique, c'est ce qu'on a vu dans toute l'Amérique latine, c'est ce qu'on a vu, la corruption. Encore une fois, il y a tellement d'argent dans ce trafic de drogue que la corruption devient quasiment facile, quoi. Surtout quand le niveau de vie des policiers est aussi bas, pour eux, ça leur coûte quasiment rien Voilà. Donc forcément, oui, c'est obligé d'arriver et on croirait commenter effectivement de l'actualité des pays d'Amérique du Sud, mais au moment où on en parle, justement, les pays d'Amérique du Sud sortent de ça. On a parlé de l'exemple du Salvador, il y en a d'autres qui souhaitent s'en inspirer, et nous, en fait, on sombre dans la même chose. C'est-à-dire que partout, on voit la même chose dans tous nos pays, les États-Unis, l'Allemagne, la France. On voit la déliquescence de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de choses qui se mettent en place, qui sont des organisations criminelles, et qui jettent un défi à l'État comme garant de l'ordre public,
Et en ce moment, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'État est en train de perdre cette bataille. Donc, la seule réponse de l'État, généralement, qui est donnée dans le discours, c'est la possibilité de légaliser, justement, à chaque fois. mais on sait que, par exemple, la légalisation de la drogue au Canada et aux États-Unis a été un immense désastre parce que, du coup, par exemple, les entreprises qui font des mécaniques de précision ou ne peuvent plus tester les gens pour savoir s'ils ont pris du cannabis, je sais pas quoi. Et donc, c'est un véritable effondrement de la qualité dans tous les processus de production, parce que les types arrivent, ils ont fumé, je sais pas quoi, pendant tout le week-end, et ils arrivent le lundi, ils sont complètement abrutis. Et après ça, les avions comme Boeing tombent, quoi. C'est pas des blagues, hein, mais donc, si vous voulez, on se dit, cette légalisation de l'avortement, pas de l'avortement, je vais voir pourquoi, absolument, ça n'a rien à voir. Cette légalisation, c'est des mots qui sont... Cette légalisation du cannabis, des drogues, amène à une espèce de baisse du contrôle de soi, c'est-à-dire que vous transformez quand même beaucoup les gens en légumes, quoi. Et c'est la dernière chose que vous voulez si vous êtes dans des activités un peu sensibles, c'est avoir des légumes devant les machines. Ouais, moi, c'est un truc, j'aime pas du tout ce genre de ça paraît une bonne idée si vous aimez la liberté, j'entends bien. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que si vous réfléchissez à ça, où vous avez la légalisation, bon, ça c'est ou de l'autre côté, vous avez la solution de Lee Kuan Yew à Singapour, qui disait, écoutez les gars, dès que vous faites pénétrer là-dedans quelque part, ça détruit la famille, ça détruit les gens, ça crée l'assassinat, ça crée... Donc, celui qui est pris avec de la drogue, on le pend tout de suite. Ouais. Donc, encore une fois, on est devant une espèce de branche de décision. Celle facile, on légalise tout, et celle difficile, on met maintenant, la peine de mort est complètement exclue dans la législation européenne, puisque c'est dans les actes européens, donc on peut même pas. Donc le vrai problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez exclué la peine de mort, les sommes en jeu sont tellement énormes dans la drogue que ça paye d'être criminel. Oui, surtout quand on voit les peines qui sont effectuées. Voilà, vous partez pour 5 ans, puis 3 ans après, vous êtes sorti. Donc, on a maintenant un système juridique et judiciaire qui permet l'enrichissement par le crime. Oui. Sans qu'il y ait le châtiment, où dans le fond, vous ne pourrez pas en bénéficier de votre argent. Ouais. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il n'y a pas du tout en Asie. En Asie, si vous voulez, dans le fond... Il n'y a pas de pitié pour les criminels, en fait. C'est pas qu'il n'y a pas de pitié, c'est que le but en Asie, c'est de protéger le type normal, parce qu'ils ont toujours beaucoup souffert des seigneurs de la guerre, des criminels, des triades, de tous ces trucs-là. Donc, ils partent du principe que ces gars-là sont des gars qu'il faut éliminer à tout prix, parce que c'est un cancer. Donc, ils n'ont pas de problème moral à protéger la vieille dame et à tuer le jeune crétin qui embête la vieille dame, quoi. Ouais. En fait, tout ce qui est en train de se passer dans nos sociétés, ça repose le problème de la peine capitale. Oui, je suis d'accord. Je sais bien que ça paraît curieux ce que je dis, mais à un moment ou à un autre, est-ce que le déliquescence de nos sociétés, c'est pas la conséquence de l'abolition de la peine de mort ? J'en sais rien. Il y a peut-être une explication partielle, oui. J'en sais rien. D'abord. Je pense que d'ici 30 ans, je pense que la peine capitale reviendra en Europe. Oui, mais si vous voulez, l'avantage de la peine capitale, si j'ose dire, c'est que le type qui avait fait une saloperie, on lui coupait la tête et il revenait pas. Le taux de récidive était très faible. Le taux de récidive était très faible. Parce qu'aujourd'hui, il y a je sais pas combien de gars qui sont morts en France qui ont été tués par des gars qui récidivaient de crimes qu'ils avaient promis avant. Oui. Donc, si vous voulez, le vrai problème, c'est que, bon, vous avez pas tué les gars mais vous avez autorisé le gars. Alors, c'est un problème immensément complexe, mais il faudra peut-être un jour. Et honnêtement, je vous dis ça comme ça parce que j'essaye de réfléchir, mais j'ai pas la moindre idée de la façon dont, si on me demandait de voter, est-ce que vous êtes pour l'établissement de la peine de mort, je voterais, parce que c'est quand même quelque chose qui est... donc voilà, ce que je dis, c'est que la déliquescence de nos sociétés va amener toute une série de gens à se poser des questions sur la peine de mort. Ouais. Et si l'État ne fait rien, s'il continue à avoir les gars, on va voir arriver des milices... la justice privée. Qui appliqueront la peine de mort. Ouais, oui.
qui elles appliqueront la peine de mort. D'ailleurs, souvent, en opération extérieure, on est souvent bien content de pouvoir commanditer en quelque sorte des assassinats, ce qui est une forme indirecte de peine de mort. Voilà, François Hollande est le président qui a commandité le plus d'assassinats justement quand on était en Syrie et au Mali. Voilà, c'est quand même plus simple de les assassiner sur place. Voilà, on les voit pas. Qu'est-ce qui lui donne le droit alors que c'est un farouche partisan? Alors là, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui lui donne le droit? C'est comme celui qui a tué le plus de citoyens américains avec des drones, plusieurs centaines, je crois. C'était Obama. Ouais. Avec ses drones, qui a fait tuer des tas de gars qui étaient musulmans et américains, qui étaient quelque part en Afghanistan. Il les faisait descendre. Et à chaque fois, il fallait demander la permission au président parce que c'était un citoyen américain. Si c'était pas un citoyen américain, on ne demandait pas la permission, on le descendait. Mais, et donc, là aussi, donc un homme comme Obama qui a reçu le prix Nobel de la paix et tout, c'est lui qui a le record de citoyens américains assassinés. Ouais. Il y a comme une contradiction, non? Ah ouais, bien sûr. Je sais pas, il me paraît bizarre, moi. Ouais. Oui, c'est clair, là on va pas jusqu'au bout de ces idées. Là, si, on va jusqu'au bout des idées, mais comme toujours ces gens-là, c'est le bout de ces idées pour les autres, mais pas pour moi. Parce que moi je sais qui il faut tuer. Oui. Donc c'est toujours pareil, c'est ces desserts de trucs. Je vous dis de faire des trucs, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Quoi. C'est le contraire de l'éducation. Oui, absolument. Et c'est le contraire, encore une fois, pour revenir à ce que vous disiez au début, de la virilité. Parce que on peut dire ce qu'on veut, mais autrefois, un type qui défendait sa femme et ses enfants, il était en première ligne. Tandis que là, Obama, avec son drone qui donnait l'ordre depuis Washington, c'est que c'était comme un jeu vidéo. Le type, il était tué, il savait même pas que quelqu'un était en train de le viser en ce moment-là. Donc, j'ai presque envie de dire, c'est une façon lâche de tuer. Ouais, je suis d'accord. C'est pas une façon d'homme à homme, quoi. C'est pas une façon de... Je vais te montrer. Je suis d'accord. À cet égard, il y a Bernard Lugan qui a écrit un livre assez amusant, je crois que c'était en 2023, qui s'appelle L'éloge du duel. Oui, ben voilà. C'est un grand duelliste. Lui, il veut des duels à l'épée. Voilà, ça me paraît très bien, ça. Il a d'ailleurs provoqué, je sais plus quel ministre en duel, justement, duel à l'épée. Voilà. Alors moi, j'aurais adoré voir ça. Malheureusement, il y avait eu un duel entre deux fers et je sais plus qui. Ouais. Le dernier duel qu'il y a eu en France, c'était entre deux fers et un journaliste, je crois, il s'était battu en duel. Il y avait Clémenceau qui s'était battu en duel aussi. Ouais. Mais moi, ce qui est embêtant, c'est qu'aujourd'hui, la moitié des duels je voudrais défier en duel Sardine Ruisseau, là, mais je peux pas me battre si je suis un homme contre une femme, oui, quoi, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas, mais ça n'empêche pas de me dire des horreurs, quoi. Ouais. Et donc, voilà, moi, c'est embêtant, c'est qu'une société qui se bat en duel, en principe, c'est les mecs qui se battent en duel. Oui, bien sûr. Éventuellement, les femmes entre elles, ça peut arriver derrière le jardin. Mais rarement un coup de pistolet, quoi, ça. Oui. Non, moi je pourrais me battre en duel avec Louis Boyard, je pense de plusieurs manières différentes. À mon avis, j'aurais pas grand mal à faire. J'aurais aimé là, vous trouver le vestiaire de rugby, celui-là, on aurait pu régler quelques comptes tranquillement, quoi. Ouais. Et alors, c'était bien ça. D'autre part, la Nouvelle-Calédonie semble vouloir son indépendance. Mais non, il y a 30 000 mecs qui sont locaux, qui sont là, ou 30 ou 50 000, je sais pas, mais qui sont les locaux, qui étaient les locaux, et qui disent que eux, ils veulent être indépendants. Mais bougez pas, ça fait 4, 5, 6 générations qu'il y a des gars qui sont là. Et la République française est ainsi faite que le fait que vous soyez gaulois ou kanak, vous avez le même droit de vote. Oui, mais justement... Donc, ils n'ont pas de peau, ils ont plus de non-kanak chez eux, mais est-ce que ça leur donne un droit supplémentaire? La réponse, pas en droit français. Oui, justement... mais pas avec les crétins qu'on a au pouvoir, qui eux trouvent que ça... Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire avec ces crétins au pouvoir, ou dans les presses, c'est que quand c'est les Français qui gueulent en disant « nous, on a un droit spécial parce qu'on est là depuis longtemps », ils disent pas du tout « vous en avez pas, il faut accepter tout le monde ». Et puis quand c'est les Kanaks, ils disent que... Alors, je dis « attendez une seconde, où il y a un droit spécial ou il n'y a pas un droit spécial là, justement... Donc ils ont un droit du sang, ces gens-là. Alors, et nous, on l'a pas. Justement, comment dire, c'est le grand double discours, notamment de la France Insoumise, qui est tout à fait d'accord pour faire voter tous les étrangers sur le territoire aux élections nationales. C'est dans leur programme. Mais en revanche... Là, ce qui est en question, c'est le dégel du corps électoral. C'est-à-dire, en gros, on dit les personnes qui résident en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 10 ans vont pouvoir voter aux prochaines élections. Et du coup, les Kanaks sont contre.
Actuellement, le corps électoral est gelé depuis 1998, donc ceux qui peuvent voter aujourd'hui, c'est ceux qui étaient déjà inscrits sur les listes électorales en 98 ou leurs descendants, mais pas ceux qui sont arrivés depuis, qui n'avaient pas de descendants déjà sur l'île. Et donc là, les députés LFI disent effectivement, en fait, ils voudraient instaurer une sorte de souveraineté d'ordre racial en Nouvelle-Calédonie qui soit favorable aux Kanaks. Mais d'un autre côté, si vous leur parlez effectivement de grands remplacements en France qui sont du coup les autochtones du pays, les Gaulois, et que vous leur dites voilà, eux ils sont un peu envahis par d'autres contrées, enfin par des personnages d'autres contrées, là ils vont vous dire mais non, absolument pas, et d'ailleurs même si c'était le cas, ce serait une grande chance pour notre pays. Donc là effectivement, c'est une grande chance pour les Kanaks, non ? Pardon ? C'est pas une grande chance pour les Kanaks ? Moi, je défends l'idée que ce soit une grande chance pour les Kanaks, effectivement. Enrichissement culturel, etc. Enfin, cela dit, pour le coup, il suffit de comparer l'état de l'île au moment où les Européens sont arrivés et ce que ça, c'est pas un bon argument, ça. Ils vous disent toujours que, de toute façon, ils étaient beaucoup mieux. Ils étaient beaucoup mieux avec leur feu de bois et tout. C'était, bien sûr. Non, c'est un argument qui est irrecevable. Le fait qu'on ait bâti des routes, des ponts, des hôpitaux, des écoles, tout ça, ça n'a aucun intérêt. En réalité, on a exploité les gens en leur donnant du boulot. Non, ça, c'est pas acceptable. La réalité, si vous voulez, c'est que, il faut savoir, on revient à la même chose. Pour ces gens-là, il y a une catégorie de gens qui sont irrécupérables, c'est le vieil homme blanc, vous en avez en face de vous, là. Et puis tout le reste, pour peu qu'il soit marron foncé, bleu clair ou jaune carré, je sais pas, eux, ils sont bons. Mais l'homme blanc, dans son essence, est mauvais. C'est lui qui a colonisé, c'est lui qui a fait l'esclavage. Bon, tout le monde a fait ça, donc à chaque fois que quelqu'un pouvait, il le faisait d'à côté, mais enfin, c'est pas un problème. Enfin, bref, l'homme blanc est méchant. Donc, on arrive à quelque chose d'extraordinaire, c'est que, dans les discours de la France insoumise, vous remplacez homme blanc par juif, et vous avez les discours d'Hitler en 1934. Et donc, ces gens sont fondamentalement fascistes, nazis, mais contre leur propre peuple. Parce qu'ils sont tous blancs, faut pas déconner. Oui, bien sûr. Il y en a quelques-uns qui sont de couleur, mais ça, ils font ça pour la couleur locale. Oui, mais... Regardez les meetings, il y a un peu de diversité aux meetings de LFI, mais enfin pas tant que ça, en vrai. Pas tant que ça, et il y a plutôt moins qu'au Front National, quoi. En vrai, oui, à mon avis, c'est assez comparable. C'est comparable. Donc, ce qu'il y a, c'est que vous êtes en train de retomber dans une essentialisation d'une population dont vous dites elle est mauvaise dans son essence, donc elle n'a pas le droit de vivre. Et je trouve ça absolument étonnant, parce que c'est le contraire de toute notre civilisation, où tout l'effort était de juger chaque individu individuellement selon ses mérites. Que vous soyez en principe, fils de paysan, fils d'industriel, etc., vous étiez jugé selon vos mérites, pas selon votre couleur de peau, ce que vous aviez fait. Vous étiez jugé selon ce que vous aviez fait dans votre vie. Et c'est ça. Donc, on est en train de sortir vraiment de la civilisation chrétienne. La civilisation chrétienne avait une énorme différence avec les autres civilisations, c'est que les autres civilisations voulaient assurer la survie de leur groupe, et nous, on voulait assurer le salut de chaque individu. Ce qui supposait, encore une fois, l'individualisation de chaque individu, indépendamment de sa couleur de peau, etc. Donc, ces crétins sont en train de redevenir païens, et donc de vouloir la survie, je ne sais pas, de leur groupe ou j'en sais rien, et sont de par ce mouvement fasciste et nazi. C'était exactement le mouvement des nazis allemands qui voulaient, eux, ils voulaient que la survie de l'homme blanc. Ouais. Mais si vous voulez que la survie de l'homme blanc, ce qui implique de tuer tous les juifs, ou que la survie, parce qu'à l'époque c'était ça, ou que la survie de l'homme marron, ce qui implique de tuer tous les blancs, je vois pas où est la différence éthique. Pour moi, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, il y a un recul civilisationnel dans les esprits des gens que je trouve, mais inouï. On est gouverné par des crétins incultes et qui sont sûrs d'avoir raison, comme les nazis. Et alors, d'un autre côté, parce que moi, du coup, je me suis un peu renseigné sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, et je dois dire que mon avis est pas complètement fait, parce que
d'un autre côté, je peux comprendre, du coup, même d'autant plus en tant que Français, je peux comprendre la volonté d'une partie des Kanaks de vouloir une souveraineté effectivement sur leur île ou du moins sur une partie de leur île. Est-ce que ça pour vous c'est compréhensible ou est-ce qu'ils doivent accepter voilà, d'être gouvernés par la France et de voir des immigrés qui viennent de partout? Je ne sais pas si c'est acceptable, mais la réalité, c'est qu'il faut toujours réfléchir à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire si la population d'origine est la seule légitime? D'abord, il faut commencer par définir la population d'origine. Alors, prenez par exemple, je ne sais pas, en Algérie, la population d'origine, c'est les Kabyles, qui ont été envahis, massacrés, colonisés par les Arabes. Ouais, même, oui, les Berbères, même de manière générale. Les Berbères, etc., qui ont été bref. Donc, il faut que les Kabyles, même s'ils sont minoritaires, virent tous les Arabes. Bon, alors nous voilà le rendu, quoi. Cela dit, il y a des indépendantistes de la Kabylie qui veulent que la Kabylie soit bien sûr, je ne dis pas que c'est bien, ouais. Mais alors là, on va sur les pays, par exemple. Prenez un pays qui est un peu disputé en ce moment, comme la Terre Sainte. Hein. Alors bon, les Palestiniens, ils disent qu'ils sont là depuis toujours, mais les Juifs disent aussi qu'ils sont là depuis toujours. Ouais. Alors comment on décide et qui décide qu'il y a le premier qui a le droit d'exclure les autres? Ouais. Donc on ne peut pas remonter dans l'histoire. Donc la réalité, si vous voulez, c'est que ça a été envahi par les Blancs à un moment où ils étaient dans une poussée démographique très forte. C'est un fait. Et on ne peut pas dire ce fait n'a pas eu lieu, ou le fait que ça a eu lieu me donne des droits spéciaux par rapport aux autres citoyens. Ou bien ils se mettent d'accord avec les autres qui sont là, et à ce moment-là, on fait un pays indépendant, mais tout le monde étant d'accord. Ou bien il y a une majorité qui veut rester française, et à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution que la guerre civile, ou d'accepter ça. Donc si vous voulez... Encore une fois, tous ces gens qui réclament le retour aux racines, bravo. Mais qu'est-ce qui me prouve qu'il n'y avait pas des gens qui sont massacrés avant? Bah, pas grand-chose. Après, d'après les recherches archéologiques, c'était un peuple de Chine du Sud, en gros, qui a migré dans toute cette partie du Pacifique. Donc c'est les peuples qu'on appelle mélanésiens, et ils seraient arrivés il y a environ 6000 ans. Le seul tort de la France dans tout ça, c'est que c'est tous des Mélanésiens, et que les Mélanésiens, ça fait les meilleurs joueurs de rugby au monde, les Togolais, les Fidjiens, les gars en Nouvelle-Zélande, les gars en Nouvelle-Zélande et tout, les Maoris. Ouais. Et si j'ai un reproche à faire à la France, et très sérieusement, c'est de ne pas installer des écoles de rugby, parce que pourquoi on n'a pas plein de joueurs de rugby français qui viendraient de là-bas? Ça serait le pied. C'est curieux, on en a dans d'autres sports. En tout cas, on en a eu dans d'autres sports. Un ou deux, il y avait eu Carambeu, il y a eu des gens comme ça. Mais logiquement, quand quelqu'un joue un peu au rugby, c'est quand il tombe sur un Fidjien ou quelque chose comme ça, c'est à peu près comme de tomber sur un côte sur du bois, quoi. Donc, je sais pas, moi, il me semble qu'il y avait une façon de canaliser les tendances guerrières de ce peuple. On aurait pu les mettre au rugby et ça aurait été le pied, quoi. Donc ma solution à tous ces problèmes qu'il y a là-bas, c'est dans le fond d'ouvrir en vitesse des écoles de rugby, quoi. Il y a peut-être à creuser là-dedans. Oui, parce que là, d'abord, ça leur apprendrait à travailler ensemble, en commun, entre de la place pour les gros, les petits, les moyens et tout. Puis en plus, ils sont comme les autres, ils sont vachement doués. Hein. Et alors là, à court terme, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que il faut faire respecter la loi républicaine, point barre. Oui, mais alors par exemple, est-ce que le dégel du corps électoral, il faut le faire? Il n'y a pas d'autre solution, si vous voulez. Je ne vois pas comment. Il ne peut pas y avoir une assemblée à eux qui va avoir. Encore une fois, c'est toujours les problèmes de souveraineté, si vous voulez. La souveraineté appartient à qui? Ouais. Elle appartient à chaque individu individuellement. On ne peut pas dire qu'il va y avoir une souveraineté kanak qui va d'un seul coup exister, qui sera représentée, on ne sait pas comment, et qui sera inférieure, supérieure à la... Donc,
Il peut pas y avoir de partage de souveraineté. Ouais, bah là, là, ils sont sous un statut d'autonomie un peu avancé, mais sous souveraineté française. Et alors, déjà, plusieurs questions se posent. Le truc, c'est que moi, j'ai vu, par exemple, les derniers référendums. En gros, le tout dernier, le non à l'indépendance l'a largement emporté. Il y avait eu 44% de participation, donc quasiment la moitié de la population l'avait boycotté. Donc le non l'avait emporté à 96%. Maintenant, juste avant, le référendum qui a vu lieu en 2020, le non l'avait emporté, donc le non à l'indépendance l'avait emporté à 53% seulement, avec une participation de 83%. Donc il semblerait que, en gros, ce que les Kanaks espéraient, c'est de pouvoir avoir un peu plus tard un nouveau référendum sur du coup l'indépendance, mais sans avoir du coup le nouvel apport électoral qu'apporterait le dégel. Et donc là, peut-être qu'ils auraient une majorité en faveur de l'indépendance. Alors est-ce qu'il faudrait refaire ou pas un référendum avant de faire le dégel du corps électoral là, maintenant ? Bah, si vous voulez, c'est un petit peu comme en Grande-Bretagne, où il y a eu un référendum pour l'indépendance de l'Écosse. Ouais. Bah, ils ont voté une fois, les Écossais ont dit non, et le gouvernement anglais a dit, les Écossais réclament un nouveau référendum, je sais pas quoi. Le gouvernement anglais a dit, on se voit dans 40 ans, parce que pour l'instant, cette génération a voté, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter. La décision est arrêtée, parce que vous pouvez pas sans arrêt dire vous êtes pas français, quoi. Alors c'est vrai que j'ai jamais vu autant de référendums sur la même question en aussi peu de temps. Il y avait déjà eu un référendum en 87, et là il y a eu un référendum en 2018, en 2020 et en 2021, dont le dernier a été boycotté par l'autre moitié. Donc c'est vrai qu'il y a eu énormément de référendums là, récemment. Ça veut dire qu'il n'y a pas de référendum, si vous voulez, parce que s'il y a un référendum, on dit à tout le monde vous votez, vous prenez la décision. Il y a personne qui dit qu'il va pas voter, et puis on prend en compte les résultats du référendum, et puis voilà. Prenez l'exemple de Mayotte avec les îles qui étaient à côté. Ouais. Il y avait 3 îles, il y en a 2 qui ont voté de quitter la France, et une qui a choisi de pas quitter. Ouais. Maintenant, les deux autres îles, elles sont en train d'arriver à pied quasiment à Mayotte, ou en bateau. Ouais. Et donc elles le submergent à mort. Mais Mayotte avait pris sa décision majoritairement de vouloir rester française, les 2 autres, et donc le gouvernement français ne fait pas respecter l'intégrité du territoire national en permettant à tous ces gens qui avaient voté contre nous d'arriver chez nous. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête, ces bêtises, quoi. Il y a un moment ou un autre, il faut dire, vous avez choisi d'être français, vous avez choisi d'être français, quoi, c'est tout. Et alors, en termes d'intérêt, est-ce que la France a des grands intérêts à garder la Nouvelle-Calédonie ? Ça nous permet d'avoir d'avoir un droit de regard sur une partie importante du Pacifique Sud, là-bas, c'est qui est très important. Et puis surtout, ça nous donne un domaine maritime immense à explorer. Ouais. Donc, et puis c'est des îles magnifiques. D'abord, c'est des îles magnifiques. Et puis il y a du nickel. Il y a du nickel. Ceci dit, on s'est débrouillé tellement mal que ça coûte, notre nickel est le plus cher du monde, donc il vaut beaucoup mieux aller en chercher en Indonésie où ça coûte moitié moins cher. En Chine, ouais, j'ai vu qu'on produisait 7 millions de tonnes par an, ce qui vaut 6,5% de la production mondiale. Cependant, la Grande Terre contient 20 à 30% des réserves mondiales. Et cette année, là, en 2023, il y a eu une surproduction venant de la Chine, ce qui a fait chuter le prix du nickel de 45%. Il remonte, il remonte, mais il est beaucoup descendu, quoi. C'est toujours pareil, si. Encore une fois, je crois que ce pays doit probablement souffrir de ce dont souffre le reste de la France, c'est-à-dire d'un appauvrissement généralisé. Et du coup, les types se disent, s'ils avaient des boulots, que c'était bien payé, que tout allait bien et tout, ils ne songeraient pas quitter la France, quoi. Ouais. Mais à partir du moment où ils sont mal payés, ils sont maltraités, on traite mal leurs ressources naturelles, ils se disent, je ferai aussi bien que M. Macron, que M. Ouais. Donc il y a aussi un désenchantement de la France, c'est-à-dire que plus personne ne se sent fier d'être français, quoi. Totalement, il y a de ça, et du coup en étudiant un peu l'histoire de cette île, j'ai vu que toutes les périodes de prospérité économique, il y avait aucun problème pendant ce temps-là. Même c'est assez marrant d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des soldats américains qui ont passé plusieurs semaines, plusieurs mois même sur l'île. Et alors en gros, eux, ils ont retapé un peu les routes qu'on avait faites avant. Ils ont mis l'électricité, ils ont agrandi les quais, ils ont fait plein de trucs. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils employaient du coup des locaux, donc des Kanaks. Et donc ça a fait augmenter d'un seul coup le niveau de vie à un niveau complètement dingue pour tout le monde, pour toutes les strates de la société sur l'île.
Et derrière, il y a même des Kanaks qui ont demandé à devenir le 51e État américain, tellement c'était ça leur plaisait bien. Et ils commémorent chaque année le passage des Américains. Enfin voilà, ils avaient aussi apporté avec eux le chewing-gum, le coca, les drive-in, les snack bars, etc. Vraiment les trucs essentiels de la civilisation. Voilà, exactement. Mais ce qui était quand même très apprécié à l'époque, un petit peu Mais moins, en plus, il s'était passé la même chose, parce que Haïti, qui va de mal en pis partout, ça se pète la gueule depuis presque 2 siècles et tout. Il y a un grand moment où Haïti a été géré, mais littéralement géré, pris en main par le corps des Marines américains. C'est-à-dire que c'était les Marines américains qui étaient le pouvoir à Haïti. Ouais. Eh ben, ils n'en ont pas gardé un mauvais souvenir. Hein. Je pense que c'est plutôt un bon régime, le régime des Marines. Les Américains, ils savaient, ça marchait. Je veux dire, les trains arrivaient à l'heure, il n'y en avait pas. Et puis, pareil, même un peu plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 50, il y a eu le boom du nickel, justement. Et donc, là aussi, augmentation énorme du niveau de vie. Encore une fois, derrière, c'est la France qui a tout retapé derrière. Il y a eu une plus grande généralisation des écoles, des infrastructures en tout genre comme ça. Donc là aussi, il n'y avait pas de problème, en gros, des années 50 aux années 80. C'est à partir des années 80 qu'il y a eu derrière les événements de l'île, enfin de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, il y avait la prise d'otage d'UVA, etc. Ce genre de trucs. Non, ça, là, et c'était le début. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La France, c'était 2 choses. C'était une espèce de civilisation, bien sûr. Et c'était un État. Et l'État était quand même extraordinairement... L'État français, c'était, même dans l'esprit des Français, c'était quelque chose... Et depuis 25 ou 30 ans, 40 ans, cet État se dégrade sans arrêt. Donc, il est de moins en moins respecté, quoi. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que, la France est un pays qui a été fait par un État, c'est vrai. Donc, si vous voulez, tout ça va de pair, c'est-à-dire... La notion d'État français, qui est consubstantielle à la notion de civilisation française, la notion d'une espèce de méritocratie qui fait qu'on montait par le système d'éducation qui permettait aux meilleurs d'arriver, et tout qui viennent. Donc il y avait toute une série de non-dits dans la civilisation française qui sont tous en train de s'effondrer les uns derrière les autres. Et donc, si vous êtes un Kanak, vous dites, est-ce que j'ai envie d'être gouverné par un type qui est jamais sorti du 6e arrondissement à Paris ou du 7e, qui a fait une école à laquelle je comprends rien, ça s'applique pas à moi. Donc, on est passé d'une civilisation, dans le fond, où le système de gouvernement venait du tréfonds, et il y avait quand même les communes, tout ça, c'était assez puissant, à un machin qui est gouverné par des jeunes crétins, incultes au sommet, et qui donne des ordres auxquels personne ne comprend rien. Eh ben, je crois que ce dont on discute depuis ce matin, c'est s'il y avait des vrais hommes, les Kanaks seraient pas en révolte. Peut-être, c'est une possibilité, ouais. Ouais, ce que je veux dire, c'est la même chose, quoi. Je pense qu'il y a de ça, effectivement, et derrière, c'est un ensemble parce que quand on voit, même pour les Jeux Olympiques, faut savoir que les hôtels se font décommander des chambres sur la période des Jeux Olympiques. Et pour tous les Parisiens qui voulaient sous-louer leur appartement sur Airbnb et se faire, pardonnez-moi l'expression, mais des couilles en or, parce que les prix allaient être soi-disant 2 fois, 3 fois, 4 fois supérieurs à la normale, sachant que la normale c'est déjà exorbitant, et en fait les prix baissent par rapport à la normale. C'est-à-dire qu'il y aura moins de touristes pendant les Jeux Olympiques que là, aujourd'hui, on est le 21 mai, et il y aura moins de touristes pendant les Jeux Olympiques. Et pourquoi je suis pas surpris ? Moi non plus, je suis pas particulièrement surpris. Vous imaginez, vous êtes un touriste et on vous demande de remplir les papiers pour faire pour passer la douane entre le 16e et le 5e. Ouais. Il va y avoir parfois, des postes de douane. Il faut la passer plusieurs fois en plus. Hein, oui, vous allez avoir un pont de douane sur le pont Alexandre III, là, vous aurez des types qui vous mettront des tampons sur votre papier. Non, mais c'est une histoire de fou. Voilà, moi, je viens ici à vélo en général. Je peux vous dire que le nombre d'axes de circulation que je prends d'habitude pour prendre le chemin le plus rapide. Alors là, il y a une parcelle effectivement juste après le pont Alexandre III qui est coupé. Le pont Alexandre III en lui-même est coupé.
La Concorde est coupée. Ah oui, on peut pas, c'est on peut pareil, plus y aller. on peut plus y aller. Donc je suis obligé de faire un détour de malade par les Champs-Élysées et à mon avis, je vais encore me faire couper mon chemin d'ici le 26 juillet. Récemment, je devais aller à un truc dans le Marais. Je suis parti avec mon scooter et je voulais sortir sur la place de la Concorde et puis rentrer par là. Ouais. Eh ben, on m'a amené de l'autre côté du Louvre. J'étais là avec mon bonhomme, mais où je vais, je savais pas aller. J'ai pas pu sortir à l'endroit où je suis sorti toujours, vers la sortie de la place de la Concorde, quoi. Voilà, non, c'est pas donc possible. c'est vraiment très curieux. Donc encore une fois, on retrouve ce que j'appelle. Vous avez deux choses dans un État. Vous avez la légalité, vous avez la légitimité. Et la légitimité, c'est dans le fond ce qui vous fait accepter l'État comme puissance suzeraine, quoi. Eh bien, aujourd'hui, nous avons des régimes partout dans tous nos pays qui sont légaux, mais qui ne sont pas légitimes. Et c'est ça qui est très, très, très grave, parce que les Kanaks, qu'est-ce qu'ils disent ? Vous n'êtes pas légitime. Les types qui ont tué les deux flics, là, la barrière en Normandie, vous n'êtes pas légitime. Donc, partout, on entend vous n'êtes pas légitime. Et donc, la seule façon de sortir de ce biais, c'est des élections. Redemander son avis au souverain. Or, ils savent très bien que s'ils demandent leur avis au souverain, c'est pour ça que les élections, là, le 8, vont être très intéressantes, parce que pour la première fois, on peut voter. La question, ça va être Europe ou pas Europe. Donc, je dis à tout le monde, vous voulez, vous pouvez voter pour qui vous voulez, mais il y en a 3 des candidats, que je ne nommerai pas, qui disent il faut sortir d'Europe, il faut sortir de l'euro. Il faut voter pour ces 3 gars-là, quoi, c'est tout. Parce qu'au moins, tous les autres, ils sont prêts à continuer à travailler avec l'Europe, ce qui n'est pas possible, c'est pas réformable. Donc, encore une fois, je dis aux gens, vous votez pour qui vous voulez, je m'en contrefous, mais ne votez pas pour un gars qui s'inscrit dans la durée, qui veut réformer l'Europe, parce que ça, c'est pas vrai, ils n'y arriveront pas, ils mentent, et ils le savent. Et donc, c'est bien triste pour ceux qui ont pris cette décision, mais il y a 3 candidats qui sont prêts qui ne demandent pas. Il faut voter déjà pour eux. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que de retrouver sur des gens qui sont légitimes, qui viennent du peuple et qui comprennent le peuple. Et c'est sûr, si le pouvoir en place n'est pas perçu comme légitime déjà par les Français eux-mêmes... c'est les Kanaks. Voilà, faut pas s'étonner. Et les Kanaks, et après les Kanaks, ce sera les gars en Guyane, puis après la guerre en Guyane, ce sera les gars... Mais d'ailleurs, ça commence avec les Corses. Même les Corses, oui. Alors les Corses parlent pas encore tout à fait d'indépendance, mais c'est déjà... L'autonomie, c'est une manière de mettre déjà un pied dans la porte et de dire au moins on en est là et on pourra pas revenir. Puis après, il y aura les Bretons. Et puis, exactement. Et après, c'est pour ça que je parle de démembrement du territoire français. Là, j'ai parlé de la Nouvelle-Calédonie, mais la Nouvelle-Calédonie n'est qu'un exemple, bien sûr. Parce que derrière, il y aura la Bretagne, et puis il y aura la région de Perpignan, et puis il y aura les Catalans, puis il y aura les Basques qui ne demandent que ça. C'est sûr. Dès qu'une région aura obtenu ce qu'elle voulait, derrière, il y aura de nouveau la création d'indépendantisme régional, alors que ça n'existe quasiment pas. C'est-à-dire que la souveraineté française disparaît. Voilà, exactement. Peut-être que les Savoyards, à un moment donné, vont se réveiller. Ils devraient. D'ailleurs, il y a des parties de la Savoie indépendante. Ouais. Ce serait un beau pays, d'ailleurs. Oui, effectivement. C'était la Suisse qui leur avait proposé de se rattacher. Enfin, non, c'était pas la Suisse qui avait proposé, mais c'était un parlementaire suisse qui avait proposé un plan pour proposer aux régions avenantes, pas que de France d'ailleurs, mais aussi d'Italie, d'Allemagne, de rejoindre la Suisse. Effectivement, il y avait la Savoie dedans. Oui, bien sûr. Donc voilà, on se retrouve dans un monde aujourd'hui qui est en excès de légalité et en la souffrance de légitimité. Oui, absolument. Et c'est ça dont on crève partout. Et je pense qu'on va le revoir avec les résultats des élections européennes. Je pense que Renaissance... C'est pour ça qu'il faut absolument pas voter pour ces gens-là. Je pense que Renaissance va se prendre une grosse claque, que ça n'aura, à mon avis, derrière aucune incidence sur la manière dont Macron va diriger. Mais justement, ça dit beaucoup sur la légitimité. Imaginons qu'ils se prennent une énorme claque et qu'ils ne veuillent pas faire des élections, ce qui me paraît tout à fait logique. Mais à ce moment-là, le PR ne pourra pas se poser à une motion de censure. C'est-à-dire vous aurez peut-être... j'espère, en tout cas. Je veux dire, c'est qu'en disant le PR, en principe, toute sa moelle, c'est la légitimité gaulliste. Ils pourront pas dire on reste avec ce gars qui est pas gaulliste. Donc, c'est la seule façon d'avoir une motion de censure, c'est que le PR la vote. Effectivement, Macron est un peu dos au mur. Il y a les sondages qui donnent Bardella à 32 et Renaissance à 16 ou 17, 18 éventuellement. Et d'un autre côté, derrière, il y a Bardella qui dit il faut
il faut qu'on batte Macron à plat de couture pour derrière demander une dissolution de l'Assemblée nationale, des nouvelles élections législatives, etc. Marine Le Pen de son côté qui dit je veux un débat avec Emmanuel Macron. Effectivement, elle est plutôt légitime à le demander si les scores. Il faut alors que ce soit. À ce moment-là, c'est le PR qui décidera de faire tomber Macron, parce que jusqu'ici, ils ont toujours refusé de faire. Oui, pour l'instant, ouais, effectivement. Donc, les PR, il faudrait peut-être que vous deveniez un peu gaullistes. Oui, au moins l'espace de 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. Retrouvez un peu de courage, je vous assure, c'est pas tellement difficile. Ouais. D'ailleurs, c'est pas dit qu'ils perdent beaucoup de sièges si jamais il y avait une élection demain, mais à mon avis, c'est ça qui les motive à ne pas faire la motion de censure jusqu'ici. Ils se disent peut-être, bon, tous les sièges qu'on a, ils vont peut-être du coup basculer RN si on fait cette motion de censure. Mais s'ils le font pas, ils le perdront sûrement. Et après, il y en a peut-être aussi qui pourraient rejoindre le RN, c'est une possibilité pour conserver leur siège. Bon, à mon avis, il y a un paquet donc, de vendus, encore une fois, dans on la se pièce. retrouve devant le cœur de la situation politique, une opposition entre la légitimité et la légalité, c'est ça qu'il faut trancher. Ouais, et c'est toujours quand la légitimité gagne que le peuple français se retrouve gagnant et que la France derrière brille de nouveau. De ce feu. Voilà, je suis absolument d'accord avec vous. Donc c'est une question, on pourrait croire que tout ça, tout ce dont on a parlé, les JO, les faits divers, la Nouvelle-Calédonie, etc., ça n'a rien à voir, ça a tout à voir et tout est politique. Voilà. Et c'est globalement ce que j'avais à dire dans cette émission. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme d'habitude, ces émissions elles sont disponibles en format podcast sur Deezer, Spotify, sur Apple Podcasts. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, mettre des pouces en l'air, des commentaires, etc. Partager sur votre groupe familial, à vos voisins. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau Daily d'Opinion. Et merci beaucoup.